m'entendez? Oui. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous aurez toujours entendu ça. Je remercie l'Université populaire du travailleur catalan qui me permet d'être avec vous ce soir. Je reconnais quelques visages amis et celles et ceux qui me connaissent savent que dans la série Mémoire de femmes que j'ai initiée il y a quelque temps pour l'association Femmes Solidaires, dont la jeune présidente est avec nous ce soir, je la remercie. Je parle souvent dans cette série Mémoire de femmes des femmes résistantes et déportées pour montrer que la geste résistante et déportation est aussi une histoire de femmes. Vous m'entendez? Oui. Ce soir, c'est donc une femme, Charlotte Delbo, dont je vais vous parler. Charlotte Delbo, résistante, déportée à Auschwitz, une des grandes voix, une des grandes plumes de la littérature de la deuxième moitié du XXe siècle, une voix singulière qui, à son retour des camps nazis et jusqu'au bout de sa vie, a choisi l'écriture comme ultime lieu de résistance. C'est le titre que j'ai choisi pour notre rencontre. Alors, en préambule, je dois préciser que c'est en qualité de passeur de mémoire de la résistance et de la déportation, et non de critique littéraire, que je vais essayer de vous parler de la relation intime que Charlotte Delbo a établie entre écriture, mémoire et témoignage, écriture et histoire, écriture et engagement politique. Et regretter que jusqu'à il y a très peu de temps encore, la société française n'ait pas fait de place à cette grande écrivaine qui nous a donné une œuvre littéraire singulière et d'une qualité incomparable au dire même des anglo-saxons, chez qui elle a enchaîné les conférences, où son œuvre ne cesse de susciter de nombreuses thèses, où ses pièces de théâtre sont régulièrement montées, alors qu'en France, on peut s'interroger sur les raisons de la méconnaissance dont elle a longtemps été victime, qui sont sans doute dues, bien sûr, à une constante. Les écritures féminines ont toujours été plus ou moins ignorées, méprisées même. Mais deuxième hypothèse, peut-être un peu moins réductrice, est que les points de vue et les engagements politiques de Delbo ont longtemps dérangé la frilosité de la France de l'après-guerre, où il fallait garder une vision essentiellement masculine et surtout gaulliste des combats pour la liberté, ce à quoi les engagements de Delbo ne répondaient pas, vous vous en doutez. Mais paradoxalement, aujourd'hui, où nous abordons quand même avec appréhension l'ère de l'après-témoin, vous savez que nos témoins, les plus jeunes, ont 95 ans, au seuil fragile où nous redoutons un oubli grandissant à mesure que s'éloigne l'événement nazi et concentrationnel, eh bien paradoxalement, depuis une dizaine d'années, tout semble commencer pour Delbo. Tout semble se déployer à la juste mesure de son œuvre. Preuve en est, une association est née pour faire connaître et son œuvre et ses engagements. Ses archives sont aujourd'hui en consultation à la BNF et le centenaire de sa naissance a été inscrit aux commémorations nationales, nous signifiant l'importance de la femme et de son œuvre. Et enfin, très important, des lectures, des spectacles sont montés qui mettent ces textes dans d'autres mains, dans d'autres corps, dans d'autres voix que les siennes, faisant de son œuvre une œuvre enfin collective et partagée, selon l'affirmation de Pablo Neruda, que la poésie appartient à celui qui la dit. Il aura donc fallu bien longtemps à son œuvre pour atteindre à ce que Walter Benjamin, ce philosophe allemand, lui aussi, comme Delbo, pourchassé par les nazis, nommait le maintenant de la lisibilité. Et pour que l'on puisse la lire non plus comme un simple témoin, mais comme la voix d'une écrivaine à part entière. Vous m'entendez? Oui. Et comme bien sûr, rendre vie à l'écriture de Delbo, c'est quand même aller directement interroger son texte, c'est ce que vous me permettrez de faire ce soir à plusieurs reprises. Donc, 3 temps à notre rencontre. Tout d'abord, une biographie qui nous donnera à comprendre la source de ses engagements de toute une vie. C'est pour ça que je m'y attarderai un peu. Une approche
de l'origine, du sens et de la qualité de son écriture, et enfin, un rappel de ses écrits politiques qui font écho encore aujourd'hui, presque 40 ans après sa disparition, dans un monde où à nouveau, vous le savez, et les mêmes dangers, je l'ai rappelé il y a 2 heures à peine à la préfecture, la haine de l'autre est érigée en vertu humaine, et aujourd'hui, nous le voyons avec les résultats de plusieurs élections dans le monde, en Europe et ici même, dans notre cité, en projet politique. Donc, pour commencer, sa biographie nous montre une Charlotte Delbo, née en 1913, dans une famille modeste d'Italiens immigrés en France pour fuir la misère. La jeune Charlotte grandit dans une famille de gauche, de tendance anarchiste, où l'on aime la politique, un peu moins les politiciens, famille unie, aimante, gaie, éducation rigoureuse, d'une moralité ouvrière inflexible et, ce qui pour l'époque est à mettre au crédit de ses parents, éducation égale entre les filles et les garçons. Elle apprend aussi très tôt que l'on partage avec ceux qui ont moins que soi. Donc, générosité, respect de la parole, fidélité, intransigeance, des valeurs qui construiront une jeune femme qui, dans les camps nazis, montrera une personnalité aussi courageuse et volontaire pour elle-même que vulnérable aux souffrances de ses compagnes, de ses camarades. En 1932, elle adhère aux Jeunesses communistes, où elle rencontre Georges Dudas, rédacteur en chef au Cahier de la jeunesse, revue alors dirigée par l'écrivain et journaliste Paul Nissan. Elle épouse Georges en 1934 et elle témoignera dans un des premiers poèmes très enlevé de la confiance politique qu'elle lui accorde. Alors, pour comprendre ce texte, il faut bien sûr se replacer dans le cadre de la clandestinité, de la lutte contre Vichy et contre l'occupant. Extraits. Ce seront toujours de petits extraits. Comment faisais-tu donc? Pour m'expliquer et pour me convaincre. Pour m'expliquer que le crime était justice, que la trahison était fidélité, que le mensonge était vérité, que l'idéal était réalité, pour m'expliquer que tu avais raison et que triomphe la révolution. C'est dans les mêmes cahiers de la jeunesse qui traitent de philosophie, d'art, de littérature, de théâtre, avec pour objectif d'ouvrir à la culture une jeunesse modeste et ouvrière qui n'y a que difficilement accès, qu'elle signe dans la rubrique Le Tréteau ses premières critiques de théâtre. 2 autres rencontres vont construire cette jeune femme à l'intelligence curieuse, acérée, critique, créative. C'est d'abord sa rencontre avec le sociologue et philosophe marxiste Henri Lefebvre. Lefebvre l'ouvre à la pensée moderne, la porte vers l'étude de la philosophie, étude qu'elle va interrompre, mais sans jamais en abandonner le goût, pour devenir, en 1937, la secrétaire de Louis Jouvet. Jouvet. Avec lui, c'est bien sûr les textes, le théâtre, la mise en scène. Jouvet transforme l'intérêt naturel qu'elle a pour le théâtre en une véritable passion. Passion qu'elle concrétisera plus tard, nous le verrons, par l'écriture de 9 pièces. Au lendemain de la première interview qu'elle réalise pour le journal, sur le monstre sacré, et son rapport entre théâtre et cinéma, il lui écrit, écoutez bien, j'ai vu bien des journalistes, je leur ai dit bien des choses, et quand j'ai lu ce qu'ils en ont fait, je n'ai jamais rien reconnu, rien de ce que je leur avais dit. Avec vous, Charlotte, je reconnais mes phrases, ma respiration, mon temps. Constat on ne peut plus flatteur, vous en conviendrez. Lefebvre et Jouvet, donc 2 hommes auxquels, pour des raisons différentes, l'une philosophique et politique, l'autre uniquement théâtrale, elle restera toujours fidèle. Fidèle à Jouvet, à son retour des camps nazis, elle reprend, comme il le lui demande, sa place à ses côtés au théâtre de l'Athénée. Mais malgré l'amitié et l'admiration sincère qu'elle lui voue, elles ne parviendront pas à rester auprès de lui parce qu'elles se lassent
des petites mesquineries, de celui qu'elle continuera malgré tout à appeler au théâtre le patron, et dans ses lettres, monsieur. Lettres qui sont réunies dans un fonds Jouvet à la BNF. Vous le voyez, Charlotte Delbos est dans plusieurs secteurs à la BNF. Fidèle aussi à Lefebvre, puisqu'en 60, après un passage de 12 ans à l'ONU, qu'il envoie en Israël, puis en Grèce, elle entre au CNRS et devient la collaboratrice de Lefebvre, pour qui le CNRS vient de créer la première chaire de sociologie. Et Charlotte est de cette aventure. Entre deux dates, 41 et 61, 61 c'est une date essentielle pour nous, ces lecteurs, puisque c'est là que paraissent ses premiers écrits. Les tout premiers, ce sont 7 poèmes que vous pourrez retrouver là, parus dans la revue Poésie 47, fondée par Pierre Segers. Donc, entre ces deux dates, c'est tout un destin exemplaire qui se noue, d'où naîtront l'évidence de son engagement dans la résistance, la volonté farouche de survivre à l'horreur des camps nazis en se battant pour conserver son intégrité humaine, et l'impératif devoir de revenir pour en témoigner. Et témoigner, ce sera pour elle transformer son expérience en langage, en écriture, en poésie, en littérature. Mais n'allons pas trop vite, restons encore un peu dans sa biographie. Début 41, Delbos part avec la compagnie Jouvet en Amérique latine. Et c'est là, en Argentine, qu'elle apprend que son ami, l'architecte et résistant communiste Jacques Waugh, a été décapité, pour fait de résistance, à la santé, après un procès expéditif tenu par un tribunal spécial, institué par Pétain, pour juger les résistants communistes que la sémantique vichysoise et allemande targue de terroristes. Alors, face à la gravité de la situation en France, ce qu'on retiendra dans les réactions respectives de Jouvet et de Delbos, c'est l'ambiguïté de l'attitude de Jouvet, qui trouve 1000 raisons pour rester à l'étranger, qui contraste avec la conscience qu'a Charlotte que c'est en France qu'il faut être en 41. Alors, malgré ce travail qui la passionne, elle sait mettre le théâtre à distance et elle rentre à Paris et rallie aussitôt le groupe de celles et ceux résistants, intellectuels, universitaires, progressistes et communistes qui, comme Georges Dudas, son mari, mènent déjà des actions résistantes contre Vichy et l'occupant. Il s'agit du réseau Politzer, du nom du philosophe qui est à leur tête. Je précise, avec Daniel Casanova, dont on ne parle presque jamais, preuve de l'effacement général des femmes dans le récit historique officiel qui se décline la plupart du temps au masculin. Ça, c'est dit. Donc, dans ce Paris de l'occupation, Charlotte va mener avec Georges une vie de couple d'apparence normale, la vie de celles et ceux qui ont une activité clandestine méconnue de leur environnement autre que politique et résistant. L'apparence de la légalité, dira une autre résistante, Madeleine Riffaut. Mais si tous ces intellectuels et universitaires sont actifs, la police de Vichy, au service de l'occupant, de son côté, ne l'est pas moins, vous vous en doutez. Elle mène contre eux une lutte de mieux en mieux organisée, avec de plus en plus de moyens et de plus en plus d'effectifs. Et en mai 41, Vichy crée la BSAC, Brigade spéciale anticommuniste, constituée de policiers spéciaux, bien formés, qui suspectent, épient, interrogent, contrôlent, perquisitionnent, torturent des centaines de militants. Une filature très serrée se met en place de jour comme de nuit, spécialement pour le groupe Politzer Casanova, le groupe de Charlotte. Entre janvier et mars 42, après une traque minutieuse et sans merci, tous les membres du groupe sont arrêtés, remis à la Gestapo, torturés, enfermés à la santé, hommes et femmes dans des cellules séparées, ce qui donnera de grands moments de son écriture carcérale d'une humanité bouleversante. Nous y reviendrons.
Et le 23 mai 42, les hommes sont tous fusillés au Mont Valérien. Georges, son mari, est du nombre, et le départ de celui qu'elle appelle « mon jeune arbre » la laisse, écrit-elle, morte parmi les vivants. Juste avant l'exécution, Charlotte, comme toutes les femmes et compagnes de ceux qui vont mourir, est conduite dans la cellule de Georges pour quelques instants seulement. Elle écrit juste un court extrait, qu'il est nu celui qui part, nu dans ses yeux, nu dans sa chair, nu dans son cœur, nu dans son corps, celui qui part à la mort. Je l'appelais mon amoureux du mois de mai. Alors ils l'ont fusillé un mois de mai. Je n'ai pas pu mourir avec lui. Et je n'en suis pas morte. Après 5 mois de cellules et d'interrogatoires musclés, les femmes du groupe Charlotte sont envoyées du fort de Romainville vers Auschwitz par le célèbre convoi des 31 000. 31 000 en référence au numéro matricule qui leur était tatoué sur l'avant-bras gauche, un numéro qui les déshumanisera dans le camp. Pour Charlotte, je vous le dis, ce sera le 31 661. Elles sont les 230 seules femmes politiques françaises, en majorité communistes, déportées à Auschwitz. Rose Blanc, notre héroïne catalane, est du nombre de ces femmes, d'exception. Pour Charlotte et celles qui ont survécu jusqu'en 1945, ce sont alors 27 mois où l'horreur nazie côtoie la plus belle des humanités partagées, la solidarité. De ces 27 mois naîtra un cycle d'ouvrages dont le plus connu, dont vous parlez Nicole tout à l'heure, sa trilogie Auschwitz et après, est sans conteste son grande œuvre que je vous conseille, que je vous intime même de lire. Je vous en ai porté quelques-uns sur la table de lecture. Le 23 juin 1945, les seules 49 survivantes du convoi des 31 000 sont rapatriées à Paris via la Suède. Elles sont accueillies comme la majorité des déportés à l'hôtel Lutetia, et Charlotte nous dit alors avoir flotté dans un présent sans réalité. Après un temps passé dans un sana en Suisse, parce qu'elle est revenue du camp avec le typhus, la vie doit le reprendre. Elle reprend car il faut, écrit-elle, sortir de l'histoire pour entrer dans la vie. Je suis revenue d'entre les morts. Je reviens d'au-delà de la connaissance. Il faut maintenant désapprendre. Je vois bien qu'autrement, je ne pourrai plus vivre. Quand elle meurt, le 1er mars 1985, avait-elle réussi, je la cite, à ne pas remourir la mort de toutes celles qui sont mortes là-bas. Voilà pour sa biographie. Passons maintenant à l'origine, au sens et à la qualité de son œuvre. Le regard que je porterai ici sur cette œuvre, je vous l'ai déjà dit, n'a absolument pas prétention à se placer dans une perspective de critique littéraire, mais simplement en qualité de passeur de mémoire, vous venez de l'entendre, mais un passeur de mémoire qui sait que l'art et la littérature ont été de tout temps les auxiliaires privilégiés de la mémoire et de l'histoire. Il me semble donc que nous devons envisager l'œuvre de Charlotte Delbo sous ces deux angles intimement indissociables, écriture et mémoire, écriture et histoire. C'est en effet l'écriture, la poésie, la littérature, qu'elle a choisi comme médium de transmission de ses expériences résistantes, carcérales, concentrationnaires et plus tard politiques. L'écriture sera son engagement, l'écriture sera son combat. Ne déclarait-elle pas à Jacques Chancel en 70 « Le langage poétique remue le lecteur au plus profond de lui-même et se révèle le plus dangereux pour les ennemis qu'il combat. » Vous voyez qu'il combat. Alors nous allons voir maintenant que toute son œuvre, concentrationnaire et autres, sera marquée par la connaissance de la littérature. Connaissance qu'elle doit, nous l'avons déjà évoqué, d'une part à sa rencontre avec Jouvet, les auteurs, les textes, le théâtre, la mise en scène, et d'autre part, et dans le même temps, à la promiscuité qu'elle a eue
notamment avec les intellectuels et universitaires communistes ou proches du Parti communiste. Alors qui sont-ils, qui sont-elles? Grâce à Georges Dudac, son mari, ce militant aux qualités intellectuelles exceptionnelles, au dire même de ses camarades de résistance, elle côtoie le philosophe Georges Politzer, dont elle sera un des membres de la résistance. Politzer est un des fondateurs de l'Université libre et du journal La Pensée libre, dont il avait confié la ligne rédactionnelle à Jean Paulhan, le patron de la prestigieuse NRF, la Nouvelle Revue Française, avant qu'elle ne soit confiée par Vichy, sur ordre du nazi Otto Abetz, au collaborationniste Drieux-La Rochelle. Donc, dans le premier numéro de ce journal, alors, si je vous dis journal, replacez-vous dans la clandestinité, hein. Il faut comprendre des feuillets clandestins. Donc, dans ces feuillets clandestins, Charlotte peut lire l'article de Politzer qui dénonce l'attitude méprisable des écrivains comme Drieux-La Rochelle et son petit troupeau honteux, comme les appellera François Mauriac, les Brasillac, Chardon et consorts, qui se sont empressés de répondre à l'invitation de Goebbels à aller à Weimar pour un, entre guillemets, voyage d'études, euphémisme pour désigner ce voyage de propagande nazie, un véritable train de la honte. Donc, Politzer écrit dans ses feuillets, et Charlotte peut les lire, aujourd'hui, littérature légale signifie littérature de trahison. Vous saviez pourtant que la plus grande honte d'un écrivain, c'est de participer à l'assassinat de la culture nationale dont il devrait être le défenseur. Elle côtoie aussi Aragon, qui participe à l'aventure du journal, mais en exigeant que sa ligne rédactionnelle en soit plus littéraire que politique, ce qui convient très bien à Charlotte. Aragon, qui dans l'organe de presse Les Étoiles, qui avait été créé dans le Sud par Elsa Triolet, théorise ce qu'il appelle la poésie de contrebande. Une poésie chargée d'allusions politiques cryptées pour tromper la censure. Elle côtoie aussi l'écrivain Jacques de Tours qui appelle dans les lettres françaises à la création d'un comité national des écrivains. Pendant la guerre, hein, tout ça. Par nos écrits, dit-il, nous sauverons l'honneur des lettres françaises. Alors tous ces hommes et femmes sont le quotidien intellectuel et politique de Charlotte. Politzer, je vous l'ai dit, Nizan, Paulhan, Decour, Aragon, Triolet, dans un autre registre, Jouvet, Giraudoux, Giono, Delbo baigne dans ce milieu culturel varié qui imprégnera toute son écriture. Vous en conviendrez avec moi, Charlotte a eu des repères éblouissants. Alors, la formule est belle, elle n'est pas de moi, je l'ai piquée à René Char, lui aussi un résistant. Alors, elle écoute, elle partage, elle s'enthousiasme, elle apprend la critique, et à travers ses premiers articles, elle construit déjà la Delbo de l'écriture poétique et théâtrale qui sera la sienne au retour des camps. Deux autres exemples de ces repères éblouissants. Pour le premier tome de sa trilogie Auschwitz et après, elle emprunte pour le titre « Aucun de nous ne reviendra » à un vers tiré du poème d'Apollinaire « Sur nous, l'eau se refermera ». Et quand Giraudoux, ce Giraudoux que Jouvet lui a fait connaître et tant aimé, quand Giraudoux dit dans les lettres « Voilà comment tout s'est passé et jamais je n'invente », Delbo nous dit à l'écho, je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais je sais que c'est véridique. Mais chez Delbo, la conscience politique n'est jamais éloignée de l'art. Son positionnement esthétique est indissociable de l'éthique. C'est ce qui la différencie d'ailleurs de Jouvet, car bien avant son expérience concentrationnaire, elle se révélait déjà être, dans ses articles, une vigie de son temps. Deux exemples. Si elle salue dans ses articles l'auteur Giraudoux, qu'elle admire tant,
Elle exécute l'homme et c'est lâcheté. Lâcheté humaine, elle sait bien qu'il flirte avec l'antisémitisme. Lâcheté politique, il accepte du gouvernement de Vichy la fonction de directeur des monuments historiques. Alors ça, c'est un peu dur à avaler pour celle qui, justement, se bat contre le gouvernement de Vichy. De même pour Giono, si en 1937, à la sortie de son roman « Bataille dans la montagne », elle salue dans un article l'auteur, avec enthousiasme d'ailleurs, elle condamnera l'attitude de l'homme durant la guerre d'Espagne. N'oublions pas qu'elle est allée avec Georges sur le front de Madrid. On connaît, écrit-elle, le pacifisme intransigeant et courageux de Giono. Mais le courage est devenu lâcheté quand il a dit qu'il refusait de se sacrifier car le sacrifice d'une génération est utile à la suivante. Alors l'engagement personnel de Charlotte auprès des républicains espagnols justifie et légitime cette critique. Alors l'attitude ambiguë de Jouvet à l'Amérique latine ne lui a pas échappé non plus, vous vous en doutez. Malgré l'admiration qu'elle a pour l'homme de théâtre, elle a été blessée et profondément déçue par la façon perfide dont il a usé pour l'empêcher de le quitter, lui, le grand homme, pour rejoindre la résistance. Parce que tu te figures qu'on attend que toi pour sauver la France, osait-il lui asséner, mesquine attitude de celui dont les archives éclairent, sinon sur sa compromission, soyons gentils, du moins sur son ambivalence. Jouvet sera en effet financé par Vichy et ne rentrera en France que quand tout sera fini. Nous voyons donc pour Delbos, écriture et conscience politique, esthétique et éthique sont indissociables. Mais au-delà de cette intelligence critique qu'elle a eue avant la guerre dans ses articles sur le théâtre, la littérature, la sociologie, la politique, articles qui ont forgé sa plume, elle a eu, à son retour des camps, la volonté d'écrire elle-même une œuvre littéraire. Elle se plaisait à dire dans ses interviews, toujours un peu provocatrice, Madame Delbos, « Je ne suis pas là pour écrire Tartampion à Auschwitz ». Elle a eu l'ambition et la conscience d'écrire quelque chose d'universel qui devrait résister au temps, qui concourrait à notre connaissance de la nature humaine. Une œuvre qui répondrait à deux impératifs. Littérature pour survivre dans les camps, littérature pour s'en transmettre au retour des camps. Une œuvre hors norme, Nicole vous l'a dit. Dans les camps d'abord, créée pour survivre. L'écriture, le langage. Bien avant d'en faire un vecteur de transmission, Delbos les avait gardés vivants à Auschwitz comme à Ravensbrück. Du matin au soir, au travail, à la pause, à l'appel, le soir sur les chalits, elle parle à ses compagnes de littérature. Elle leur dit des poèmes, elle les oblige à en retrouver, à en créer elle-même. Nous étions ivres d'Apollinaire et de Claudel, vous souvient-il? Écrira-t-elle pour Yvonne Blèche, qui n'est pas revenue. Elle raconte, elle explique les répétitions avec Jouvet. Au cœur de l'ignoble, elle les oblige à reconstituer, phrase par phrase, des passages du malade imaginaire. Alors pourquoi le malade imaginaire? Parce que beaucoup l'ont étudié à l'école. Et elle va bien au-delà. Comme Germaine Tillon avec son vers Faurbard aux enfers, elle monte une petite mise en scène, Jouvet n'est pas loin, et là leur fait jouer pendant les 2 malheureuses petites heures que les SS leur abandonnaient le dimanche après-midi entre 5 et 7. Et elle écrit, c'était magnifique, parce que pendant 2 heures, sans que les cheminées aient cessé de fumer leur fumée de chair humaine, pendant 2 heures, nous y avons cru plus qu'à notre seule croyance d'alors, la liberté pour laquelle il nous faudrait lutter 500 jours encore. La littérature pour survivre, donc, Charlotte aide ses compagnes à résister à la déshumanisation par la force du langage, de la poésie, par la force de la pensée, cette pensée qui fait qu'on reste un être humain au sein même de l'ignoble. Il faut remarquer
que c'est une forme de solidarité qui ne sera que très peu rapportée par les écrits concentrationnaires des hommes, peut-être parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes usé. Écrire pour transmettre maintenant, au retour des camps, c'est avec les mêmes armes qu'elle a rendu visibles ces femmes. Elle a réussi, par l'écriture, à en faire des sujets historiques à part entière. Le convoi du 24 janvier, écrit en 61, est le fondement même d'une œuvre dont tout le sens est éminemment politique, au sens noble du terme bien sûr, car elle entend, avec ce premier ouvrage, je la cite, porter à la conscience des faits qui doivent rester dans l'histoire et non pas seulement à l'état de légende. Le convoi du 24 janvier est le récit biographique de chacune de ces 230 femmes. Delbo y témoigne ce qu'elles étaient dans la résistance et jusqu'à l'intérieur des camps, dans leur similitude comme dans leur diversité. Elle témoigne avec à la fois, et c'est ça la force de Delbo, la précision de l'historienne, la grande tendresse jamais larmoyante de la compagne, de la camarade, et la qualité d'une œuvre poétique d'un implacable talent. Nous y reviendrons. Le convoi du 24 janvier est pour moi un véritable mémorial littéraire. Je ne sais pas si ça se dit, un mémorial littéraire, mais ce soir, ça se dira. Un mémorial littéraire en hommage à ces 230 femmes, qui après un voyage qui les a menées en Haute-Silésie, dans les wagons plombés, où déjà les premières mouraient, sont entrées à Auschwitz en chantant la Marseillaise. Premier acte de résistance, premier défi, lancé au SS dans l'univers concentrationnaire. Dès son retour, Charlotte est encore, je vous l'ai dit, dans un sauna en Suisse. Elle écrit « Aucun de nous ne reviendra ». Premier tome de sa trilogie, Auschwitz et après. Mais c'est encore trop tôt, encore trop douloureux. Elle enferme ce texte et elle attendra 20 ans pour nous dévoiler enfin son écriture pour transmettre. Parce qu'il fallait, dit-elle, que quelqu'un rapporte les paroles, les gestes, les agonies d'Auschwitz. Auschwitz, cet endroit d'avant la géographie. Jusqu'à sa mort, en 85, elle ne cessera d'écrire et de publier des ouvrages sur son expérience carcérale et concentrationnaire, parce que, dit-elle, l'événement, l'histoire, n'entre dans la mémoire de l'humanité que s'il est porté à la connaissance, c'est-à-dire à la conscience. Et porter à la conscience, c'est porter au langage. Porter au langage ne signifie pas simplement pleinement mettre en écrit. Porter au langage, cela veut dire se servir du langage, des mots que savent les autres pour leur communiquer émotions, sentiments, expériences vécues ou imaginées, vérité. Porter à la connaissance parce que, ajoutait-elle, l'ignorance n'a pas de vertu. Condorcet ne disait pas autre chose quand il disait « il n'y a pas de liberté pour l'ignorant ». Je suis sûre que ça me fait sourire quelqu'un. C'est la formule que j'emploie dans mon association de la déportation. Alors, toujours avec cette volonté de construire une œuvre qui résiste au temps et au mode, elle dit à François Bott, dans un entretien pour le journal Le Monde, déclaration qui la résume tout entière, et celle sans doute que je préfère, je ne me pose pas la question de savoir ce que peut la littérature, mais ce qu'elle doit. Ce que Charlotte Delbo pensait devoir avec ses écrits, c'était évidemment la représentation du génocide des Juifs et des Tziganes dont elle avait été témoin à Auschwitz. Aucun de nous ne reviendra, le premier tome de sa trilogie, est largement consacré à ce génocide. Elle écrit, alors toujours des extraits, des courts extraits, bien sûr. Il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Ils ne savent pas qu'à cette gare-là, on n'arrive pas. La gare n'est pas une gare, c'est la fin d'un rail. Ils attendent le pire, ils n'attendent pas l'inconcevable. Elle écrit encore
Tous étaient marqués au bras d'un numéro indélébile. Tous devaient mourir nus, marqués. Ou encore, ma mère, c'était des mains, un visage. Ils ont mis nos mères nues devant nous. Ici, les mères ne sont plus mères à leurs enfants. Ou encore, Marie, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs ont été gazés dès l'arrivée. Les parents étaient trop vieux, les enfants trop jeunes. Plus largement, au-delà du génocide, elle écrit sur le calvaire de tous les déportés, sur la faim, le froid, les travaux forcés, les coups, les humiliations, le typhus. Elle écrit des pages bouleversantes sur sa propre soif, employant ce qui lui est très rare, au-delà du nous collectif, de la pudeur et de la promiscuité qu'elle emploie habituellement, un jeu qui lui permet pour une fois de garder son identité propre. Elle dit, il y a la soif du matin et la soif du soir. Il y a la soif du jour et la soif de la nuit. J'ai l'impression d'être morte et de le savoir. Je cours au bidon de tisane, des litres et des litres de tisane, mais divisées en petites portions, une pour chacune, et toutes boivent encore que j'ai déjà bu la mienne. Tout sombre, tout m'échappe, j'ai soif à en crier, ma volonté s'effondre. Elles disent, elle est devenue folle, Charlotte. Reste une idée fixe, boire. Elle écrit sur toute la déshumanisation et cette horreur nazie qui auront raison de 182 de ses 230 camarades. Et elle nous interpelle avec son langage poétique si singulier. Oh, vous qui savez, saviez-vous que la faim fait briller les yeux, mais que la soif les ternit? Saviez-vous qu'on peut voir sa mère morte et rester sans larmes? Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas? Qu'il n'y a qu'un mot pour l'épouvante, qu'un mot pour l'angoisse? Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite, l'horreur pas de frontières? Le saviez-vous, vous qui savez? Ce que Delvaux pensait devoir aussi avec la littérature, c'est de hisser, je vous l'ai dit, les femmes résistantes et déportées, ses camarades du convoi du 24 janvier, sur la scène d'une histoire trop longtemps tronquée, après la guerre, nous l'avons déjà dit, de la moitié de ses acteurs. Les femmes. Ces femmes, elle a su les voir dans leur beauté, par-delà tous les désespoirs, fortes des seules forces de la générosité et de l'amitié, cette solidarité plus puissante que les SS, plus puissante que la mort. Et en nous parlant tant des femmes les plus prestigieuses que des anonymes, elle nous aide à établir un lien entre l'extraordinaire et l'ordinaire de ces femmes qui avaient fait un choix courageux, héroïque pour certaines, entre aliénation, la collaboration, et liberté, la résistance. Et cette possibilité de faire ce choix était pour Delvaux, comme pour toutes ces femmes, le fondement même de la liberté. Un choix auquel, de page en page, elle nous montre que ses camarades n'avaient pas mis de limite, puisque la majorité d'entre elles est morte à ses côtés à Auschwitz ou à Ravensbrück. Alors elle écrit pour elle. Yvonne Picard est morte, qui avait de si jolis seins. Yvonne Blech est morte, qui avait des yeux en amande et des mains qui disaient si bien. Mounette est morte, qui avait un si joli teint, une bouche toute gourmande et un rire si argentin. Aurore est morte, qui avait des yeux couleur de mauve. Tant de beauté, tant de jeunesse, tant d'ardeur, tant de promesses, toutes un courage des temps romains. Et Yvette aussi est morte, qui n'était ni jolie, ni rien, mais courageuse comme aucune autre. Et toi, Viva, et moi, Charlotte, dans pas longtemps, nous serons mortes, nous qui n'avons plus rien de bien. Mais que mon propos ne laisse pas penser que l'écriture de Delvaux se limite à une écriture de femme, pour les femmes. Elle n'aurait pas aimé ça. Mais sa vie, son œuvre, la méconnaissance même de son œuvre, interroge inévitablement sur la place mémorielle qu'on a laissée aux femmes dans ces combats-là, dans ces souffrances-là, dans ces témoignages-là.
Nombre de ses camarades de résistance sont, comme Charlotte, les femmes, les compagnes des hommes qui ont été décapités à la Santé ou fusillés au Mont-Valérien. Alors elle écrit une pièce, Les hommes, un chant d'amour déchirant, pur, limpide, qui rend l'horreur encore plus insupportable, qui rend le crime encore plus impardonnable. Elle dit « Nous avions pour les hommes une grande tendresse. Nous les regardions tourner à la promenade dans la cour de la prison. Nous les aimions, les hommes. Nous ne leur disions des yeux, jamais des lèvres. Ils étaient courageux et tendres, les hommes que nous aimions. » Et plus loin, René a dit à Betty qu'ils devaient être fusillés, mais qu'ils avaient résolu de ne rien dire aux femmes. Alors elle écrit pour eux. Avez-vous remarqué comme ils sont jeunes, les morts ces temps-ci? Comme ils sont jeunes et musclés, les cadavres de cette année? Elle rajeunit tous les jours, la mort, cette année. Lui était beau de sa mort, à chaque seconde plus beau de sa mort, qui allait se poser sur lui, plaquer à son sourire, à ses yeux, à son cœur tout battant, tout vivant, d'autant plus horrible qu'il était plus beau, d'autant plus horrible qu'ils sont plus jeunes et plus beaux, tous, couchés côte à côte, beaux pour l'éternité et fraternels, alignés. Cette alignée, je trouve, est terrible parce qu'on les voit dans la clairière du Mont-Valérien. C'est ça, sa force. Après ces exécutions, elle écrit « Et voilà qu'elles me rejoignent dans le long cortège des veuves. Les veuves qui n'ont pas veillé leur mari mourant, qui n'ont pas fermé ses yeux, nos mains inutiles. Elles me rejoignent dans une douleur inutile que chacune est seule à porter. » Se pose maintenant la question de la singularité de cette écriture carcérale et concentrationnelle. Alors c'est Georges Semprun qui nous disait à la Sorbonne, j'y étais, quelque temps avant sa disparition, être déporté, c'est la seule chose qui me caractérise. C'était bien sûr une posture, comme Semprun, cet Espagnol de France savait en avoir. Il faut pourtant reconnaître que c'est cette expérience qui a marqué profondément leur œuvre et concrétisé leur immense talent. Bien sûr, vous le savez, il y a eu de nombreux témoignages écrits de survivants, mais peu ont atteint, comme ceux de Delvaux, à ce qu'avait déjà décelé Georges Perec en 1963, à une réelle existence littéraire. Toute l'ambition de Charlotte a été, au-delà de témoigner de la réalité de l'univers concentrationnaire, de ne pas dire, mais de faire sentir et voir cette réalité au lecteur, tout en bien sûr qu'elle puisse y... Vous m'entendez au fond? Qu'elle puisse y parvenir tout à fait. Car peut-on, doit-on, et comment dire ce que certains ont déclaré indicible? Indicible et pourtant. Un clan de Lanzmann qui, dans le monde des débats, défendait toujours péremptoire et tranchant, Lanzmann, vous le savez, que seule l'image avait le pouvoir d'évoquer les camps, l'image et uniquement l'image, ce même Semprun lui rétorquait avec force, conviction et sa légitimité à lui de déporter. Pour moi, rien des camps n'est indicible, car le langage permet tout. Suivait une brillante démonstration que vous pouvez retrouver dans l'écriture ou la vie de Semprun, je vous le conseille, à laquelle Delvaux faisait écho, disant « Rien de ce que nous avons vécu ne doit échapper au langage. » Et toute l'œuvre poétique de Delvaux, tous ses écrits, toutes ses déclarations se sont toujours élevés contre cette sorte de démission devant la littérature qui a fait dire en 1949 au philosophe allemand Adorno, écoutez bien quand même, écrire de la poésie après Auschwitz est barbare. Toute culture consécutive à Auschwitz n'est qu'un tas d'ordures. Et oui, il a osé. Il est un peu revenu, mais timidement, sur cette déclaration honteuse. Charlotte Delvaux, elle a toujours fait confiance au langage et à la poésie.
et son expérience concentrationnaire rendaient cette confiance, comme pour Chambrun, légitime. Et c'est la force de son langage politique qui s'adresse à nos sens, plus qu'à notre intellectualité, qui nous aide à franchir le fossé de cet indicible. Quand elle nous prend par exemple à témoin et nous intime avec ses phrases toujours percutantes, à la violence sobre, mais presque inaudible, essayez de regarder, essayez pour voir. Un cadavre, l'œil gauche mangé par un rat, l'autre ouvert avec sa frange de cils. Essayez de regarder, essayez pour voir. Une femme que de tirs par les bras, une juive, elle ne veut pas aller au bloc 25. Elle savait ce qui l'attendait. Les deux la traînent, elle résiste, ses genoux raclent le sol, son vêtement tiré aux manches remonte sur le cou, le pantalon défait, un pantalon d'homme traîne derrière elle, à l'envers, retenu aux chevilles, grenouille dépouillée. Les reins nus, les fesses avec des trous de maigreur, sales de sang et de salive. Elle hurle, les genoux s'arrachent sur les cailloux. Essayez de regarder, essayez pour voir. Vous le voyez, la violence de son invective ne décrit pas. Elle nous donne à voir, elle nous aide à voir plus, elle nous oblige à voir. Et par ce regard cru qu'elle nous impose, le témoin, la femme et l'écrivaine ne faisant à ce moment-là qu'une, elle réussit à se frayer un chemin à la rencontre de nos propres capacités de réception que l'on aurait pu croire nous-mêmes limitées en un domaine qui nous est si étranger quand même, l'horreur nazie. Et c'est ça la grande force de Delbo, nous aider par l'écriture, par son langage poétique, à approcher l'indicible. Dans un entretien à Marjolaine Chapsal, elle en expliquait un petit peu le ressort. Certains ont dit que la déportation ne pouvait pas entrer dans la littérature, que c'était trop terrible, qu'on n'avait pas le droit d'y toucher. Dire ça, c'est diminuer la littérature. Je crois qu'elle est assez grande pour tout englober. Il n'y a pas de mots pour le dire, eh bien, vous n'avez qu'à en trouver, car rien de notre expérience ne doit échapper au langage. Qui rapportera ces paroles, écrit-elle en 1974, eh bien, écrire pour transmettre, c'est le rôle que ses camarades et compagnes lui avaient assigné dans les camps. Quand tu rentreras, il faudra que tu dises au monde. Beaucoup de déportés nous ont dit que ceux qui sont morts leur ont dit cette fois, leur intimé, quand tu rentreras, il faudra que tu dises au monde. Personne ne l'a fait mieux que Charlotte Delbo. Et jusque dans son dernier ouvrage posthume, La mémoire et les jours, dont elle avait elle-même rassemblé les textes avant de mourir, elle témoignera de la confiance qu'elle a gardée jusqu'à la mort dans le pouvoir du langage littéraire, théâtral et politique, qui, dit-elle, est la forme la plus à même de capter ce réel irréel, cet inimaginable, de dire la vérité de ce qui ne semble pas vrai, l'horreur nazie. Et enfin, pour redonner dignité à la beauté injuriée de ses femmes, de ses camarades et de ses compagnes. Et si je dis beauté, se pose alors la question de l'étroite relation chez Delbo entre l'éthique et l'esthétique. Vaste sujet, qui s'oppose d'ailleurs pour toute la création post-concentrationnaire, et qui faisait dire au grand peintre Boris Zaslyski, que certains d'entre vous connaissent, lui-même déporté à Buchenwald, l'artiste au sein même de l'ignoble reste un esthète, et d'ajouter au camp je pratiquais l'art souvenir. Pour conclure ce chapitre, parce qu'il y a un autre après, vous n'êtes pas trop bien assis, je le sais. Pour conclure ce chapitre sur l'écriture carcérale et concentrationnelle, il faut dire que la victoire de Charlotte Delbo, c'est que non seulement les pires forces de destruction ne sont pas venues à bout de sa détermination à dire par l'écriture la beauté de l'humain, mais comme ça n'est avisé Roland Barthes et Georges Perec, je vous le disais plus haut, cette littérature a apporté quelque chose de neuf dans la conception de l'écriture moderne de l'après-guerre. Alors cette dimension
dépasse le passeur de mémoire que je suis, mais je fais confiance au jugement de Barthes et de Perret. Nous arrivons maintenant au dernier volet de notre rencontre, la modernité et l'intemporalité politique de l'œuvre de Delvaux. L'écriture, nous le savons tous ici, n'est pas un médium neutre. N'y a-t-il pas toujours eu des raisons de s'indigner, s'interrogeait-elle, question posée 25 ans plus tard par un autre résistant déporté, Stéphane Hexel, vous vous en souvenez. Question qui montre que, de même que l'écriture de Delvaux ne se limite pas à une écriture de femme, comme je vous ai dit tout à l'heure, Delvaux n'est pas devenue écrivaine du seul fait de sa résistance et de sa déportation. Sa bibliographie et nombre de ses écrits montrent la relation intime qu'elle a établie entre écriture et engagement politique dans l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle. Chacun de nous, dit-elle, témoigne avec ses armes. Je me sers de la littérature comme d'une arme, car la menace m'apparaît encore aujourd'hui trop grande. C'était en 85, la menace. Quelle clairvoyance politique avait notre Charlotte? Un inventaire de ses œuvres, autre que carcérale et concentrationnaire, nous en convainc. Et c'est ce qui nous la rend très proche et très actuelle. Permettez-moi d'en dresser une rapide bibliographie où le théâtre prend une place très importante. 9 pièces quand même, où l'on retrouve bien sûr le souffle donné par Jouvet, mais surtout où elle affirme l'enjeu politique du théâtre, où elle exprime son perpétuel engagement. Elle y confirme son incroyable capacité d'indignation, d'ironie quelquefois aussi, sa passion pour les discussions qu'il faut replacer dans la décennie post-68, qui est celle du théâtre militant, qui visait, souvenez-vous, du moins pour les plus anciens, à changer la vie, comme à s'impliquer dans l'actualité internationale. Donc quelques titres, par ordre calendaire. En 61, fidèle à ses convictions et à ses idéaux de justice, elle publie Les Belles Lettres, une anthologie de missives écrites par des opposants à la guerre d'Algérie pour dénoncer la guerre coloniale et la torture. En 65, dans Aucun de nous ne reviendra, elle dénonce le silence des églises et l'indifférence des chrétiens devant ce qu'avaient vécu les Juifs. Vous qui avez pleuré 2000 ans, un qui a agonisé 3 jours et 3 nuits, quelles larmes aurez-vous pour ceux-là qui ont agonisé tant d'agonies? Et ils ne croyaient pas à la résurrection dans l'éternité, et ils savaient que vous ne les pleureriez pas. Toujours en 65, dans Spectre, mes compagnons, c'est la trahison des hommes de Vichy. À la balance des hommes, si la balance est fausse, le sacrifice pèse le poids de la trahison. En 67, dans une scène jouée dans la mémoire, elle revient sur la guerre d'Espagne et sur le front de Madrid, où elle était allée, je vous l'ai dit tout à l'heure. En 68, dans la capitulation, elle écrit une tragédie inspirée des événements du printemps de Prague. En 69, dans la sentence, elle nous dit le procès des militants basques résistant à Franco et leur exécution vue à travers les souffrances des femmes. En 69 aussi, ne pas oublier la théorie et la pratique. Ça, c'est un petit chef-d'œuvre d'intelligence politique dans lequel elle imagine un dialogue entre 2 philosophes marxistes, l'allemand Herbert Marcuse et Henri Lefebvre, son mentor. Dialogue imaginaire auquel elle aurait pu appliquer sa formule. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais je sais que c'est véridique. Vous pouvez, on ne le retrouve plus, un papier, mais on peut le trouver en numérique sur la FNAC. En 69, toujours, le coup d'État fait avec ironie le portrait d'un roi qui pourrait être celui du Maroc de l'époque. En 73, dans la ligne de démarcation, elle dépeint la situation au Chili. En 75, Maria Lusitania porte le souffle et les rêves d'une révolution heureuse au Portugal.
L'Humanité Magazine titre cette semaine « Que restera-t-il du parfum des œillets ?» Eh bien, il nous restera au moins Maria Lusitiane de Charlotte Delvaux. Calavitra d'Émile Antigone est écrit juste après la Grèce des colonels et dénonce l'implacable froideur de la logique militaire. Dans la mémoire des jours, c'est l'Argentine. L'Argentine et les horreurs de la dictature avec, souvenez-vous, vous vous en souvenez tous, les maires de la place de Mai. Un extrait. Tournez les folles de mai. Criez les femmes de Buenos Aires, criez jusqu'à ce que les spectres de vos suppliciés se lèvent et nous fassent hurler de votre douleur. Criez jusqu'à ce que le monde éclate de honte. Vous le voyez, de la guerre d'Espagne à la guerre d'Algérie, des procès staliniens au procès des militants basques, de la dictature du Chili à celle d'Argentine, Charlotte Delvaux est restée jusqu'à sa mort, à travers son écriture, une constante et rigoureuse conscience de son siècle. Je n'écrirai pas, disait-elle, si ça ne me paraissait pas utile. Je vous disais plus haut, intemporalité et modernité politique de son écriture, eh bien oui, tous ses écrits, toute sa dramaturgie pourraient encore aujourd'hui alimenter les débats d'idées, tant intellectuels que politiques. Souligner aujourd'hui l'origine et la qualité de son engagement dans son œuvre touche donc à l'essentiel et nous interroge sur la question de nos propres choix à faire dans des périodes troublées comme celle que nous vivons à nouveau. Comment atteindre à la liberté, interrogeait-elle, donnant elle-même la réponse, et bien en passant du dire au faire. En faisant des choix citoyens, même quand la citoyenneté n'existait plus, comme elle n'existait plus depuis septembre 1939, grâce à Daladier. Et si l'œuvre de Delvaux reste aujourd'hui aussi vivante, c'est que le contexte actuel engage à l'entendre de manière aiguë. Car Delvaux a gardé la volonté de nous dire que l'horreur peut faire retour, que la barbarie n'a pas disparu, et donc que la lutte n'est pas finie. Elle nous le dit à sa façon où la poésie ne se veut pas seulement lyrique, mais essentiellement éthique. Quand j'ai vu ce que j'ai vu, souffrir comme j'ai vu souffrir, mourir comme j'ai vu mourir, j'ai su que rien n'était trop dans notre lutte. Réflexion qui devrait nous inciter à répondre aujourd'hui à l'ultime supplique que nous lance cette écrivaine hors norme, cette femme lucide et déterminée, dont toute l'exemplarité de la vie nous montre la voie de la confiance en l'avenir. Un enfant m'a donné une fleur un matin, une fleur qu'il avait cueillie pour moi. Il a embrassé la fleur avant de me la donner. Donc, dont la noblesse de la plume a toujours été là pour servir l'espérance, à condition que nous luttions nous-mêmes pour cela. Une supplique, je vous dis, donc là aussi poétique, mais impérative, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et j'en termine par là. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin, que temps soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Je vous remercie. Que la subvention qu'elle attribuait à cette association est désormais réduite à 0. Elle était attribuée depuis 25 ans que j'ai monté l'association. Toutes les mairies avaient trouvé s'honorer de nous donner une subvention. Eh bien, j'ai appris hier par un courrier, un charmant courrier, que la subvention était supprimée. On continuera quand même. On continuera le combat, mais je pense que c'est utile à connaître les révélateurs. C'était contre 204 euros. Voilà.
le problème n'est pas là. Non, Ça avait commencé à réduire. on avait 2000 euros du conseil départemental et de la mairie. Puis il avait réduit à 1200, 600 l'année dernière et cette année. Voilà. Je suis soutenue. Voilà. On va t'habiller. Voilà. Est-ce que la conférence très, très complète et très vivante que nous a proposé Nicole, est-ce qu'il y a des questions, des remarques parmi l'assistance? Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Qu'est-ce qui monte actuellement des pièces de Delvaux? Des associations de mémoire, des théâtres, des petits théâtres. Des petits théâtres, mais Oui, il n'y a pas de grande... récemment j'ai vu, mais des grands théâtres ne s'en saisissent pas. Non. Non. Ça dérange encore. Ça dérange encore, cette écriture-là dérange. Oui. Mais enfin, rien ne se faisait. Rien ne se faisait jusqu'à il y a 10 ans. Alors que je vous l'ai dit, à l'étranger, en Angleterre et aux États-Unis, des conférences perpétuelles. Et ils ne sont pas le poids de des l'histoire. conférences sur Delvaux. Des pièces de théâtre sont montées. Et en France, ça commence à venir. Hein, ça Et- commence à venir à des lectures. Des lectures. Ils n'ont pas le poids de notre histoire. Ça dérange en France, ça dérange Ça, pas. voilà, Et ça non. dérange ni les Anglais ni l'Américain. On ne veut pas en parler de notre histoire, de toute façon. C'est pas le vécu à eux. C'est pas leur vécu. Exactement. Vous avez dit tout ce qu'il faut dire. Clément. Le fait qu'elle soit restée, si j'ai bien compris, relativement inconnue dans la privée, enfin qu'elle soit passée un peu à la trappe, comme on dit, est-ce que ce serait pas lié non pas seulement au fait que ce soit une femme, parce qu'il y avait à l'époque Elsa Triolet, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras ou d'autres, Oui. est-ce que ce serait pas lié plutôt au fait qu'elle soit Mais ces hétérodoxe, c'est-à-dire que sa polémique avec Lanzmann, par exemple, sur le fait de Non, refuser. ces femmes-là n'ont pas été déportées. Donc elles n'ont pas à transmettre le fait que Vichy les a envoyées en déportation. Donc c'est ça. C'est ça qui fait qu'on ne veut pas rappeler ce moment-là. Vichy a envoyé, elle a été envoyée à Auschwitz. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait elle dérangeait. Elle dérangeait. Et les gens qui avaient été ou qui étaient restés passifs, ou qui n'avaient pas été résistants, ou qui, sans parler de ceux qui avaient été collaborateurs, c'est autre chose. Mais voilà, des gens qui étaient restés plus ou moins vivant tranquillement l'occupation. Voilà. Donc elle dérange. dérangeait une frange Oui, d'intellectuels tout à à l'époque. fait. Tout à Et fait. après, elle a dérangé des gens comme Lanzmann, effectivement. Et quand on connaît le pouvoir de Lanzmann avec les temps modernes et Simone de Beauvoir, et puis comment ça se passe dans les milieux intellectuels, il suffit d'être mis au banc et on est facilement écarté. Mais quand on connaît sa férule avec laquelle il imposait cette vision de l'unicité du génocide et de l'indicible du génocide, non pas seulement dans la littérature, même dans le cinéma. Il a critiqué les films qui avaient été faits là-dessus, enfin sur l'orchestre de d'autres films. Voilà, donc ça va dans le même sens. C'est une question, voilà, une question. Tout à fait, mais Le tout à fait fait. qu'elle Elle soit dérange. hétérodoxe. C'est ce que je vous ai dit. Elle dérange la France de l'après-guerre parce qu'elle n'a pas été. Elle était femme et non gaulliste. Deux vices rédhibitoires. Et Communiste proche de nous. et communiste. Ah, communiste. La prochaine fois, ne vous inquiétez pas, je vous parlerai ni de mon race ni de. Quelle est l'attitude Son avis sur lui? Ah, ça, c'est pas mon problème, madame. Oui, mais est-ce qu'elle s'est Non, c'est rien. Est-ce qu'elle s'est exprimée là Elle s'est exprimée sur les procès staliniens, je vous l'ai dit. Oui. Oui, ça, c'est tout à fait. Elle a fait même une petite pièce, oui. D'accord. Mais après, Dans quelles circonstances elle a été arrêtée? avec, comme je t'ai dit, le réseau policier. Le réseau policier. Le réseau policier. Un réseau prestigieux, hein, des intellectuels.
Et je rappelle, j'aime le rappeler, que Rose Blanc, notre héroïne catalane, faisait partie de ce réseau d'exception, un réseau d'intellectuels. Et Rose Blanc, je le rappelle toujours, ça me fait plaisir. Et tout à l'heure, à la préfecture, j'ai fait chanter la Marseillaise à travers Rose Blanc qui est entrée à Auschwitz en chantant la Marseillaise. Voilà. Mais ça m'a surtout facile. Il fallait le faire. Il fallait le faire. c'est sûr. Il fallait le faire. Non, c'est une femme, c'était une femme au-delà de son écriture, une femme d'exception quand même. Un parcours, partir avec Jouvet et dire non, j'abandonne Jouvet parce que ça se passe en France, la résistance c'est en France que ça se passe, il fallait quand même être courageux. Et il a reproché toute la vie d'ailleurs. Et il n'a pas à le lui reprocher. Oui. Juste une question comme ça, je ne sais pas si c'est valable. Est-ce qu'elle a eu des relations avec Simone Veil, la philosophe, qui est aussi allée en camp? Ben, oui. Donc, Tu vas parler de Simone Veil, là, je risque de fâcher certaines personnes. Nous étions dans les congrès, elle et nous, les enfants à l'époque, j'avais pas 83 ans, mais à l'époque, et nous étions dans les mêmes congrès. Mais je dois vous dire, puisque tu me parles de Simone Veil, que les déportés ont réussi à créer la fondation à laquelle je fais partie, qui s'appelait la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui avait réussi à unir toutes les formes de résistance et donc de déportation. C'est Madame Veil qui a fait la scission en disant « nous ne sommes pas du même monde ». À Mata. Je le dis. Vous parlez de Simone Veil avec un V. La philosophe, elle a dit. Ah, la philosophe, oui. Mais comment aurait-elle connu Simone Veil? C'est pour ça que j'ai pensé à Simone Veil. Moi aussi j'ai compris Simone Veil. Ben oui, mais La philosophe avec le le V. temps de la connaître. C'est la philosophe, il n'a pas eu le temps de la connaître. Elle n'était pas si la vie. Simone Veil, avec le V, c'est la Simone Veil. Avec un V, c'est Simone Veil. Oui, Jean-Malick. Oui, il y a une différence, enfin, dans les déportés, il y a une différence entre ceux qui ont été déportés De persécution. parce qu'ils étaient juifs, Et uniquement parce qu'ils étaient juifs, quel que soit leur comportement, leur action, et puis les résistants. Et là, il y a une différence, évidemment. Il y a la différence. On voit bien. Et moi, on se demandait pourquoi elle était ignorée aujourd'hui. Ça peut jouer, ça, à mon avis. Elle a C'est sa été résistance déportée communiste. parce qu'elle était résistante. C'est sa résistance communiste qui Oui, l'a oui, fait bien sûr. reconnaître. Et oui. Par contre, elle a eu, je vais employer un terme, la chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir la lire, c'est qu'elle était à Auschwitz et qu'elle a vu tout ce qui se passait. Et quand je vous ai lu un texte tout à l'heure, on traîne la juive, elle ne veut pas aller au bloc 25. Le bloc 25, c'était le bloc de la sélection. Et ces 230 femmes communistes, les 230 femmes politiques déportées à Auschwitz, étaient à côté du bloc 25. Et elles ont tout vu. Et Charlotte Delvaux est un témoin précieux, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui faisait partie aussi du convoi des 31 000 et du réseau Politzer. Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui avant la guerre avait photographié le camp de Dachau, qui, comme Charlotte Delvaux, et pour les mêmes raisons et au même endroit, a été déportée à Auschwitz, et Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est la seule au procès de Nuremberg à avoir témoigné du génocide des Juifs à Auschwitz. Alors vous voyez que ces 230 femmes, entre Rose Blanc et ici Charlotte Delvaux,
Marie-Claude Vaillant-Couturier, Daniel Casanova, qu'on oublie toujours de parler pour le réseau Polisaire, parce que c'est une femme. C'était 230 femmes d'exception. On conclut là-dessus. On conclut là-dessus Et on passe peut-être. à la partie convivialité. Voilà, merci. Bravo.